Ma copine m'a appelé en pleine nuit, paniquée, exigeant 14 000 € pour sa fille. J'ai refusé et j'ai raccroché pour retourner voir mes enfants. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel. Non pas de sa fille, mais de la police. J'avais passé 12 ans à apprendre à rester calme pendant que les autres paniquaient. Dans mon monde, la panique abîmait les diamants. Elle poussait des maris riches à exiger des délais impossibles pour des bracelets d'excuses. Des mariés fondaient en larmes pour des défauts que personne d'autre ne pouvait voir. Et des familles en deuil s'accusaient mutuellement de vol avant même que j'aie fini d'expertiser la bague d'une grand-mère décédée. La panique faisait trembler les mains, monter les voix, pourrir le jugement. J'avais bâti ma réputation sur le fait d'être l'opposé de tout ça. J'étais le joaillier que les gens venaient voir lorsque le sentiment et l'argent étaient si étroitement liés qu'un seul faux pas pouvait briser les deux. C'est pourquoi, lorsque ma petite amie m'a appelé à 3 heures du matin en hurlant dans le téléphone, ma réponse est sortie, assez glaciale pour fendre le verre. « Mathieu », s'écria Sophie. « Ma fille a des ennuis. Envoie 14 000 € immédiatement ou elle va tout perdre et ce sera de ta faute. » Je me suis redressé dans mon lit, désorienté une demi-seconde, puis instantanément réveillé. Le réveil près de mon lit indiquait 3h07. Ma maison était silencieuse. Au fond du couloir, mes enfants, Léo, 10 ans, et Chloé, 7 ans, dormaient. « De quoi tu parles ?» ai-je demandé. « Ne me fais pas ça », sanglota-t-elle. « Clara a besoin de l'argent tout de suite. Il n'y a pas le temps d'expliquer. Si tu ne l'envoies pas dans les 20 prochaines minutes, elle est ruinée. Son appartement, sa voiture, ses comptes, tout va disparaître. » Je suis sorti du lit et je suis allé dans le couloir, en baissant la voix. Que s'est-il passé exactement? Elle a fait une erreur. D'accord, lança Sophie, passant des larmes à la fureur en une seconde. Elle a fait confiance à la mauvaise personne. Il y a un paiement à faire. S'il n'est pas viré ce soir, elle perd tout. Je savais que tu rendrais les choses difficiles. J'ai marché jusqu'à la chambre de mon fils et je me suis tenu dans l'embrasure de la porte. Léo dormait en travers de son lit, un bras pendant du matelas. Puis j'ai regardé Chloé, recroquevillée sous sa couverture avec sa veilleuse projetant de douces étoiles sur le mur, et j'ai dit très calmement, « Appelle son père. » Silence. Puis Sophie inspira brusquement. « Excuse-moi. »« Appelle son père », ai-je répété. « Ou appelle la banque, un avocat ou la police. Mais je ne vais pas virer 14 000 € à 3 heures du matin parce que tu cries. »« Comment peux-tu être aussi froid ?» siffla-t-elle. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait pour tes enfants, si Clara perd son avenir ce soir, ce sera de ta faute. » Je gardais les yeux fixés sur les chambres de mes enfants. « Bonne nuit, Sophie. » Puis j'ai raccroché. Pendant un long moment, je suis resté là, dans le silence, le téléphone encore à la main. Je savais à quoi ressemblait la vraie peur. Je savais aussi à quoi ressemblait la manipulation. Et dernièrement, Sophie avait commencé à ressembler beaucoup plus à la seconde. Le lendemain matin, je n'étais toujours pas préparé à l'appel du poste de police. Non pas parce que c'était Clara, mais parce que c'était Sophie. « Monsieur Mathieu Allard ?» demanda un homme. « Oui. C'est l'agent Dubois du commissariat de police de Neuilly. Nous avons besoin que vous veniez au poste concernant Madame Sophie Laurent. Elle a été placée en garde à vue vers 4h30 ce matin. » Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine. Mon café était intact. Léo mangeait des céréales. Chloé se battait avec une banane et perdait. « Pour quel motif ?» ai-je demandé. Il y eut une courte pause. « Fraude, entre autres choses. » Elle a demandé que nous vous contactions. Tout en moi s'est glacé. Après avoir déposé mes enfants à l'école, je suis allé au commissariat. Sophie avait l'air terrible. Ses cheveux étaient emmêlés. Son mascara avait coulé et l'assurance polie et coûteuse qu'elle portait habituellement comme une armure s'était fissurée sous les néons et l'épuisement. Mais à la seconde où elle m'a vu, sa colère est revenue. « Tu m'as laissé croupir ici », dit-elle à travers la vitre. « J'avais besoin de toi. » J'ai décroché le téléphone de mon côté. « Essaie encore. » Elle me foudroya du regard. Clara a disparu. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je n'avais jamais été proche de la fille de Sophie, mais je la connaissais. Clara avait 22 ans, jolie d'une manière fragile et soignée,
et elle semblait toujours légèrement offensée que je n'ai jamais endossé le rôle de père vers lequel Sophie me poussait sans cesse. Je payais parfois les dîners, j'avais réparé le fermoir cassé d'un de ses colliers, je l'avais même aidé à vendre une montre une fois, mais je n'ai jamais joué au père. Elle en avait déjà un. Disparu, ai-je dit. Sophie déglutit. Elle devait livrer quelque chose pour moi hier soir. Je suis devenu très immobile. Livrer quoi? Un paquet? Quel paquet? Ses yeux se sont détournés. La réponse est venue plus tard de l'inspecteur Royer dans une salle d'interrogatoire grise. Des bijoux. Des bijoux volés. Il a posé des photographies sur la table en métal devant moi. Des plateaux de velours. Des sacs de preuves en plastique. Des montures en or. Des pierres non montées. Puis j'ai vu un collier de saphir que j'ai reconnu immédiatement car je l'avais moi-même remonté 6 mois plus tôt pour l'une de mes clientes. Mon estomac s'est noué. Nous avons exécuté un mandat de perquisition à l'appartement de mademoiselle Laurent et dans un box de stockage loué au nom de sa fille, a déclaré l'inspecteur Royer. Nous avons récupéré des articles liés à 6 déclarations de vol jusqu'à présent. Je fixais les photos. Sophie vendait des bijoux volés, servait d'intermédiaire, blanchissait leur provenance, utilisait des relations personnelles pour identifier des pièces de valeur, puis les écoulait via des acheteurs privés avant que les propriétaires ne remarquent leur disparition. Elle a fait une pause. Nous avons aussi trouvé des dossiers liés à votre boutique. J'ai levé brusquement les yeux. Ma boutique? Je ne dis pas que vous étiez impliqué, dit-elle. Je dis que votre nom est apparu. Pendant une horrible seconde, mon cœur s'est arrêté. Je possédais à l'art et pierre, un atelier de joaillerie bâti presque entièrement sur la confiance. Je concevais des bagues de fiançailles sur mesure, restaurais des bijoux de famille, expertisais des pièces de succession et menais des consultations privées pour des clients qui me confiaient des choses plus personnelles que de l'argent. Ma réputation était tout ce que j'avais. Si mon nom se retrouvait mêlé à des biens volés, mon entreprise pourrait s'effondrer avant que j'aie eu la chance d'expliquer quoi que ce soit. Je n'ai jamais sciemment touché à de la marchandise volée, ai-je dit. Alors, aidez-moi à comprendre comment votre petite amie a eu accès à des informations sur les bijoux de vos clients. La réponse était si simple. Ça m'a rendu malade parce que je lui faisais confiance. Pas avec mon coffre-fort, pas avec mon inventaire, pas avec les comptes ou la paperasse, mais avec la conversation, avec les détails ordinaires et inoffensifs que les couples partagent au dîner. Madame Bernard a finalement récupéré ce collier de saphir. Les Durand n'ont toujours pas récupéré les boucles d'oreilles en émeraude. Un type a failli s'évanouir aujourd'hui quand je lui ai annoncé le prix d'une bague de 5 carats. À l'époque, ça me semblait normal. Sophie avait toujours agi comme si mon travail la fascinait. Elle se penchait sur les croquis, posait des questions sur les sertissages, écoutait quand j'expliquais les tailles anciennes ou les techniques de restauration. Je pensais qu'elle s'intéressait à moi. Maintenant, je réalisais qu'elle avait étudié mes accès. Elle écoutait, dis-je doucement. Et je parlais trop. L'inspecteur a glissé une feuille de messages imprimés. Sophie et Clara. Nom, valeur, note. Âgée, négligente, voyage souvent. Jour de la femme de ménage, mardi. Mathieu dit que le collier revient de la réparation vendredi. Fenêtre d'opportunité. Je suis resté à fixer la page jusqu'à ce que les mots se brouillent. J'ai pensé à mon établi, à mes outils, à ma loupe, à la patience silencieuse et sacrée de restaurer quelque chose qui comptait profondément pour quelqu'un. Et pendant tout ce temps, la femme dans ma vie avait transformé ma confiance en une liste de courses. Quand est-ce que ça a commencé, ai-je demandé. On dirait il y a presque 1 an. J'étais avec Sophie depuis 14 mois. Nous nous étions rencontrés lors d'un gala de charité, à une époque où je commençais enfin à sentir que ma vie après le divorce n'était plus seulement une gestion de crise. Mon ex-femme, Julie, était partie 5 ans plus tôt pour un homme avec qui elle travaillait. Il n'y avait pas eu d'explosion dramatique, juste de la paperasse, des plannings de garde et un démantèlement propre et efficace de ce que je pensais être notre vie. J'ai survécu à ça en devenant discipliné. Je travaillais. J'étais un père. J'ai construit des routines. Je n'ai laissé aucune place au chaos. Puis Sophie est arrivée. Au début, elle rendait tout plus facile. Elle apportait de la soupe quand Chloé était malade. Elle se souvenait de la fête des sciences de Léo.
Elle riait de mes blagues les plus sèches comme si elles étaient vraiment drôles. Elle me regardait comme si je n'étais pas seulement un père célibataire fatigué et un homme avec une loupe de grossissement gravée en permanence sur l'arête du nez. Elle disait des choses comme « Tu portes tant de choses sur tes épaules, tu mérites quelqu'un qui adoucit la vie. » Pendant un certain temps, je l'ai cru. Puis sont venues les demandes. Petite au début, la réparation de sa voiture, le loyer de Clara, une pension alimentaire retardée par son ex. Pouvais-je aider juste cette fois-ci? Pouvais-je couvrir un découvert? Pouvais-je intervenir parce que j'étais le seul homme fiable dans leur vie? Parfois, je disais oui. Non pas parce que j'aimais ça, mais parce que Sophie présentait tout comme une preuve de mon caractère. Tu n'es pas comme les autres hommes, disait-elle doucement. Toi, tu es vraiment présent. Et quand j'hésitais, son ton changeait. Je suppose que je me suis trompé sur toi. Ça doit être agréable de compter tes sous pendant que ma fille souffre. Tes clients dépensent plus pour des bracelets que ce que je te demande. La première fois que j'ai vraiment douté d'elle, c'était 3 mois avant l'arrestation. Quand j'ai découvert que l'argent que j'avais envoyé pour l'une des urgences de frais de scolarité de Clara était allé directement dans un complexe de luxe sur la Côte d'Azur. Clara a prétendu qu'elle avait été victime d'une arnaque. Sophie a pleuré, l'a traitée de jeune, stupide et fragile. Je voulais le croire, mais après ça, j'ai commencé à faire attention. Les histoires changeaient. Les chiffres ne correspondaient pas. Clara se présentait avec des chaussures de créateur après avoir mendié de l'argent pour les courses. Sophie a commencé à prendre des appels dans d'autres pièces. Une fois, elle s'est attardée un peu trop longtemps sur un plateau de diamants non monté dans mon atelier et m'a souri. « Tu n'es jamais tenté ?» a-t-elle demandé. À l'époque, j'ai ri. Maintenant, ce souvenir me donnait la nausée. L'inspecteur continuait de parler. Nous pensons qu'elle ciblait des personnes autour de bijoux de grande valeur, pas toujours les propriétaires eux-mêmes. Le personnel, les parents, les livreurs, les équipes de nettoyage. Hier soir, Clara a essayé de remettre un collier à un policier en civil se faisant passer pour un acheteur. Elle s'est enfuie. Enfuie où? Nous ne savons pas encore. Je me suis frotté le visage. Et Sophie m'a appelé pour 14 000 € parce que... Quoi? Pour le racheter? Pour couvrir un paiement? Pour fuir, ou les deux? Elle m'a observé un instant. Les gens comme elle demandent rarement de l'argent en urgence pour la raison qu'ils donnent. Les gens comme elle. Ça aurait dû sembler dur. Au lieu de ça, ça sonnait juste. Les 2 jours suivants furent un tourbillon de gestion de crise. Mon avocat est venu. Isabelle, ma directrice, a verrouillé tous les dossiers clients et les points d'accès de la boutique. Allard et Pierre se trouvaient dans l'une de ces vieilles rues de boutiques en briques où les vitrines restaient impeccables et les systèmes de sécurité invisibles. Mon atelier à l'arrière avait toujours été le seul endroit au monde qui me semblait honnête. Établi blanc, outils en acier, plateau de velours, lumière propre. Ce jour-là, il me semblait contaminé. Isabelle a fermé la porte de mon bureau et a croisé les bras. C'est grave à quel point. Je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, elle a dit, je l'ai toujours détesté. Je l'ai regardé. Ça aurait été une information utile. Elle observait trop, a dit Isabelle. Pas comme quelqu'un qui admire le savoir-faire, comme quelqu'un qui évalue les faiblesses. Je suis resté assis en silence. Puis elle a ajouté, sans méchanceté, tu es doué avec les choses abîmées, Mathieu. Pas toujours avec les gens dangereux. Celle-là m'a touché. J'ai appelé mes clients personnellement avant que les rumeurs ne les atteignent. J'ai expliqué que les forces de l'ordre enquêtaient sur un tiers sans accès autorisé à mon inventaire ou à mes dossiers privés. Je me suis excusé pour le désagrément. J'ai offert des examens de sécurité et des expertises mises à jour sans frais. Certaines personnes étaient secouées. Quelques-unes étaient froides, mais la plupart m'ont écouté parce que j'avais appelé avant d'y être obligé. Une veuve s'est mise à pleurer au téléphone et a dit, « Je savais que ça ne pouvait pas être vous. Vous êtes le seul homme qui ait jamais manipulé la montre de mon mari comme si elle lui appartenait encore. » Ça m'a presque anéanti. À la maison, je n'ai dit à mes enfants que ce qu'ils avaient besoin de savoir. Sophie ne viendra plus à la maison, ai-je dit. Chloé a froncé les sourcils. Elle a fait quelque chose de mal? Oui. Est-ce que tu as des ennuis, toi aussi?
Cette question m'a frappé plus durement que tout le reste de la journée. Non, ai-je dit. Mais j'ai fait une erreur, en faisant confiance à quelqu'un. Léo m'observait depuis l'embrasure de la porte. Il était assez grand pour entendre ce que les adultes ne disaient pas. On est en sécurité, a-t-il demandé. Je les ai regardés tous les deux. Oui, ai-je dit. Vous l'êtes. Et à ce moment précis, j'ai compris pourquoi j'avais répondu à Sophie de cette façon à 3 heures du matin. Une partie de moi avait déjà su pas les détails, pas les crimes, mais la forme de la chose, le chaos, la culpabilité, l'exigence que je devienne responsable d'un désastre que je n'avais pas créé. Appelle son père. J'avais choisi mes enfants plutôt que sa panique sans même y penser. Pour une fois, l'instinct avait devancé la culpabilité. Le 3e jour, ils ont trouvé Clara. Pas morte, pas blessée. Elle était dans un motel à 60 km de là, essayant d'utiliser une fausse carte d'identité et une carte bancaire signalée. Sophie a demandé à me revoir après ça. J'ai failli dire non. Puis j'ai pensé aux messages, aux dégâts, aux mensonges. J'y suis allé. Cette fois, elle avait l'air moins en colère et plus désespérée. Tu dois m'aider, dit-elle à la seconde où j'ai décroché le téléphone. Non. Son visage s'est tordu. Ils vont m'enterrer. Tu t'es enterrée toute seule. J'ai fait ce que je devais faire. Elle se pencha plus près de la vitre. Tu crois vraiment que les hommes comme toi survivent en étant honnêtes tout le temps? Tous ceux qui ont de l'argent sont sales. J'ai juste appris comment le jeu fonctionne. Quelque chose en moi est devenu complètement glacial. Non, dis-je doucement. Tu as appris à voler la confiance parce que tu ne pouvais rien construire par toi-même. Elle me fixa. J'ai continué. Je fabrique des choses qui se transmettent après la mort des gens. Je remonte des pierres de mariage qui ont duré 50 ans. Je répare des médaillons avec des photos de bébés à l'intérieur. Je m'assois avec des gens dans les pires jours de leur vie et je les aide à protéger ceux qui restent. C'est mon travail. C'est mon nom. Et tu étais assise à côté de moi en souriant pendant que tu le transformais en inventaire. Ses yeux se remplirent de larmes. Je ne les croyais plus. Je t'aimais, murmura-t-elle. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, tu aimais l'accès. Ça a fait mouche. Son visage s'est fissuré. Pendant une seconde, j'ai vu la vraie chose en dessous. La honte, la rage, l'humiliation. Toutes luttant pour leur place. Puis elle a marmonné, son père aurait donné l'argent s'il se souciait de Clara. Je l'ai dévisagé. Son père a refusé, n'est-ce pas? Elle a détourné le regard. C'était donc ça. Elle ne m'avait pas appelé parce que j'étais spécial. Elle m'avait appelé parce que j'étais disponible, utile, joignable, la cible la plus facile. Quand je suis sorti du commissariat ce jour-là, je ne me suis pas retourné. Les retombées ont duré des mois. Il y a eu des dépositions, des registres, des entretiens avec les assurances, des rumeurs, et une semaine misérable où un chroniqueur local a écrit un article suffisant sur les cercles du luxe et l'éthique floue qui s'approchaient assez de mon monde pour rendre les clients nerveux sans jamais me nommer. L'activité a baissé, puis s'est stabilisée, puis a lentement remonté. La confiance revient de la même manière que l'argenterie ancienne retrouve son éclat. Pas tout d'un coup, et jamais sans effort. J'ai tout changé. Pas de discussion sur les clients à la maison, pas de partage d'informations en passant, ne pas laisser le charme déjouer mes instincts, ne pas confondre être nécessaire avec être aimé. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit dans le calme après le départ de Sophie. Ma vie me semblait plus légère. Pas plus facile, plus légère. La maison était plus calme. Mes enfants ont cessé de demander si elle allait venir. Je passais les soirées à aider Léo à souder des pièces sur un robot miniature et à laisser Chloé trier des pierres de faible valeur dans de petits plateaux pendant qu'elle leur donnait des noms ridicules. Celle-ci, rose, c'est un bonbon du coucher de soleil. Cette verte, c'est une pomme dragon. J'ai recommencé à rire. Un samedi après-midi, j'ai surpris mon reflet dans la vitre de l'atelier pendant que je travaillais et j'ai réalisé que je ne ressemblais plus à un homme se préparant à un impact. La dernière surprise est arrivée 7 mois plus tard, après une audience où j'ai dû témoigner sur la façon dont Sophie avait obtenu un accès indirect aux informations de mouvement de certaines pièces. Clara était là aussi, plus mince,
plus silencieuse, dépouillée de tout le vernis qu'elle portait comme sa mère. Quand je suis sorti dans le froid, j'ai entendu mon nom. Mathieu. Je me suis retourné. C'était Clara. Pendant une seconde, je l'ai à peine reconnue sans son jeu d'actrice. Quoi, ai-je dit? Elle déglutit. Je ne suis pas venu demander de l'argent. Tant mieux. Une lueur d'embarras traversa son visage. Je voulais juste dire que tu avais raison. Je n'ai rien dit. Elle disait toujours que les hommes nous devaient des choses. Que le monde était injuste. Donc, prendre à des gens qui avaient plus, ce n'était pas vraiment voler. Clara baissa les yeux sur ses mains. Je la croyais parce que c'était plus facile que d'admettre que je devenais exactement comme elle. J'ai laissé le silence s'installer. Puis elle a dit très doucement, tu as été la première personne à nous dire non sans t'excuser. Cette phrase m'est restée en tête pendant des jours, non pas parce qu'elle me faisait me sentir bien, mais parce qu'elle expliquait tout. Les gens comme Sophie et Clara vivaient de la mollesse de la culpabilité des autres. Ils poussaient jusqu'à ce que les limites semblent cruelles et la résistance égoïste. Ils appelaient leur droit acquis du désespoir, et ils dépendaient des gens décents qui hésitaient juste assez longtemps pour devenir utiles. La seule chose qu'ils craignaient vraiment, c'était une porte fermée. Ce soir-là, après avoir couché mes enfants, je me suis assis seul dans mon atelier. Sur l'établi devant moi se trouvait une vieille bague que je reconstruisais depuis des semaines. Du platine de l'époque édouardienne, des diamants sertis en grains, usés par un siècle de mains, de temps et de vie. Sous la lampe, le métal captait la lumière en une fine ligne blanche. Je la tenais dans mes bruxelles et je pensais à la pression. Trop de chaleur peut ruiner une pierre. Utilisée correctement, elle peut aussi refaire une monture assez solide pour durer 100 ans de plus. Mon téléphone a vibré une fois avec un numéro inconnu, puis s'est tu. Je l'ai retourné face contre table sans vérifier. Dehors, la rue était calme. À l'intérieur, la boutique bourdonnait des petits sons honnêtes auxquels je faisais confiance. Ventilation, métal, outils, patience. Je me suis repenché sur la bague. J'avais passé trop de temps dans ma vie à sauver des gens qui traitaient le sauvetage comme un service auquel ils avaient droit. Trop de temps à confondre la crise avec l'intimité. Trop de soins déversés sur des gens dont le seul vrai talent était de transformer l'urgence en levier. Plus maintenant. Maintenant, quand les gens venaient me voir, ils obtenaient ma compétence, mon honnêteté et mon prix. Rien d'autre. Pas d'accès caché, pas de crédit émotionnel, pas d'extorsion de minuit déguisée en amour. Et si un téléphone sonnait à nouveau à 3 heures du matin avec le chaos de quelqu'un d'autre exigeant de devenir ma responsabilité, je savais déjà exactement ce que je ferais. J'irai voir mes enfants. Je protégerai ce qui est à moi. Et je laisserai les coupables s'expliquer à la police.